Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, on va parler de pompes à chaleur et de ce qu'il faut sélectionner pour ces différents appartements, que ce soit des appartements en location, des appartements Airbnb. La chaleur, aujourd'hui, c'est un vrai sujet, voire même les bureaux. Et on va pouvoir en parler aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Victor, j'ai 37 ans et j'ai 200 lots en locatif. Et dans ces 200 lots, je vais avoir du Airbnb, je vais avoir des bureaux, je vais avoir des habitations classiques, des immeubles, etc., etc. Et tous les mois, je tente de racheter une entreprise avec l'un d'entre vous. Et dernière information, je signe entre 1 et 3 millions d'IMO par semaine. Comme ça, vous le savez, vous savez tout et on peut commencer directement par le sujet d'aujourd'hui. Alors déjà, avant de se poser la question sur comment fonctionne une pompe à chaleur, comment faire du froid, ce qui est intéressant, c'est de reprendre votre logement de façon classique. J'avais fait un superbe épisode de podcast dessus qui était un petit peu technique où je reprenais finalement les calculs pour bien comprendre comment isoler un bâtiment et vous assurer que le chauffage, donc plutôt pour l'hiver, fonctionne bien. Ce qu'il faut retenir, que ce soit la chaleur ou que ce soit le froid, le fonctionnement pour garder un espace chaud ou rafraîchi lors du temps, ça fonctionne exactement de la même manière. C'est-à-dire que vous pouvez reprendre l'isolation de votre bâtiment qui va fonctionner à la fois pour protéger la température finalement intérieure, qu'elle soit chaude ou froide par rapport à l'extérieur. Bon, il y a quelques petites subtilités. Si vous voulez faire un exercice très concret, vous pouvez retourner écouter cet épisode de podcast. L'exercice que vous pouvez faire pour ceux d'entre vous qui ont besoin de creuser les informations jusqu'au bout, si vous êtes un petit peu comme moi, l'essentiel c'est de vous baser sur un carré finalement d'une bonne longueur de côté avec des isolants d'une certaine distance, donc de 10-20 cm sur chacun des côtés, et vous mettre avec un radiateur par exemple de 4000 watts, et de calculer à partir de ce radiateur de 4000 watts de combien doit être votre isolant pour les murs pour pouvoir maintenir finalement avec un seul radiateur de 4000 watts une température par exemple de 19 degrés lorsqu'il fait 0 dehors. Donc ça, vous pouvez faire l'exercice, vous avez l'épisode de podcast qui vous permet de faire ça. Aujourd'hui, nous on va se poser la question très pragmatique de comment fonctionnent finalement les pompes à chaleur et comment ça marche pour qu'on puisse faire l'inverse. Sachant qu'une pompe à chaleur, elle peut être utilisée, alors elle est soit dans un seul sens, donc pour faire de la climatisation, soit elle peut être réversible, donc à la fois faire du chaud et à la fois faire du froid. Et on va regarder à quel point c'est intéressant. Je ferai sûrement un deuxième épisode de podcast là-dessus. Là, c'est simplement pour vous expliquer comment ça fonctionne. Et après, pour vous donner des indications sur les différentes solutions que vous avez aujourd'hui en face de vous pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Alors déjà, une pompe à chaleur, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est exactement ce qu'on entend par rapport à son nom, c'est-à-dire qu'elle va pomper la chaleur ou elle va pomper le froid dans un environnement et après redistribuer cette chaleur ou ce froid dans un autre environnement. Donc elle va prendre de la chaleur à un endroit pour chauffer un autre endroit, elle va prendre du froid à un endroit pour remettre du froid de l'autre côté. Et comment ça fonctionne ? Pour retenir ça, on va revenir sur quelques métaphores. La première, c'est de prendre un exemple concret avec une tasse de café. Là, si vous prenez une tasse de café et que vous la posez sur votre bureau, ce qui va faire, il y a une des premières règles qui va s'effectuer, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, finalement, votre tasse de café qui arrive, qui va peut-être être à 40 degrés quand vous faites votre café, elle va finir par retomber à la température de la pièce à 20 degrés au bout d'un certain temps. En fonction de votre tasse de café et de comment est dispensé le café, il va y avoir plus ou moins de l'échange finalement de température entre l'extérieur et l'intérieur, donc entre l'environnement et entre votre café concrètement qui est chaud. Comment on peut établir ça ? On remarque déjà qu'il y a le haut de la tasse de café, ça fait un cercle où il y a de la chaleur qui s'en va. Il y a tout le tour de la tasse de café, mais là il y a de la porcelaine ou autre. Mais en tout cas, tout ce tour-là va permettre de dissiper de la chaleur et il y a le dessous de la tasse de café. Donc si vous prenez des feuilles de papier, vous pouvez mettre à plat finalement la surface par laquelle finalement le café va pouvoir partir et le liquide va pouvoir devenir de moins en moins chaud. En fonction, si vous êtes en direct contact avec l'air, ça va être beaucoup plus rapide que si vous avez la tasse aux alentours qui va servir un petit peu d'isolant. Vous avez un autre matériau qui va permettre de garder la chaleur. Jusque-là, on est bon. Deuxième chose à retenir, si vous mettez votre café pas dans une tasse, mais dans un plat que vous pouvez mettre au four, là, vous allez avoir, imaginez un plat pour faire des tartes, par exemple.
Donc là, vous allez reverser la même quantité de café dans ce plat à tarte. Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup plus de café qui va être en lien avec l'air ambiant et ça va se rafraîchir beaucoup plus vite. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes plus simplement en lien avec... donc là, avant, c'était ce qui avait le plus de superficie et en lien avec le café, c'était vraiment la tasse. Et la tasse servait d'isolant. Là, vous allez directement plus avoir d'isolant. Vous allez avoir le café qui donne directement sur l'extérieur. Donc là, le café va se refroidir beaucoup plus vite. Ce sera intéressant de faire l'exercice d'ailleurs pour savoir en combien de temps. Donc ça, on le repère. Un autre élément qu'il faut bien comprendre, et vous allez voir tous les liens qu'il y a avec la pompe à chaleur, c'est si vous avez votre café et que vous soufflez dessus, ce qui va se passer, même si votre haleine, l'air expiré est un petit peu chaud, en fait, ça va quand même refroidir plus rapidement le café. Pourquoi ? Parce que vous allez permettre de faire circuler plus rapidement l'air, et c'est-à-dire l'air qui est déjà chaud et qui est quasiment à la température de votre café, donc 40 degrés, juste au-dessus de votre café, vous allez l'enlever. Et du coup, il y a du nouvel air qui va arriver, plus frais, et le café va devoir réchauffer plus rapidement cet air. Il y a une différence de température plus importante. Du coup, votre café va largement plus compenser et perdre en fait en chaleur pour réchauffer l'air qui est accessible. Donc là, on retient ces trois éléments dont je viens de vous parler, c'est-à-dire comment fonctionne donc, la notion que quand vous avez quelque chose d'une certaine température, ça va se réguler avec l'espace. La deuxième notion qui est plus vous avez de superficie accessible à l'air, plus ça va perdre rapidement. Et la dernière qui est plus ça souffle, plus vous allez avoir un renouvellement de l'air, plus ça va se dissiper. Donc on retrouve la même chose dans les climatiseurs et dans les pompes à chaleur, mais aussi dans les ordinateurs, pour ceux d'entre vous qui sont un peu geeks et donc qui ont des ordis, du coup les radiateurs, etc., les pattes thermiques et les ventilateurs pour dissiper du radiateur justement la température. Donc ça c'est bon, on le maîtrise d'un côté. Et maintenant on va venir simplement dans comment fonctionne une pompe à chaleur de façon très classique. Et alors là, il faut, d'ailleurs vous pouvez faire le test à la maison, vous prenez une bouteille d'eau, dans cette bouteille d'eau, vous la fermez. Donc là, vous avez la pression qui est à l'intérieur de la bouteille d'eau, c'est-à-dire à quel point vous avez l'air de l'intérieur de la bouteille d'eau qui pousse vers l'extérieur et à quel point l'air de l'extérieur de la bouteille d'eau qui pousse vers l'intérieur, elle est similaire. Du coup, votre bouteille d'eau n'est pas déformée. Vous vous rappelez, si vous allez en montagne et que vous achetez des paquets de chips, là vous vous rendez compte que le paquet de chips il est très gonflé. Pourquoi ? Parce qu'il a été fait à une hauteur qui n'est pas la montagne. Du coup, la pression de l'air et la pression dans le paquet de chips, c'est la pression de l'air de l'usine. Et quand il est emmené le paquet de chips en hauteur, en fait, il y a moins d'air quand vous êtes en hauteur. Et vu qu'il y a moins d'air, ça appuie moins fort. Et du coup, le paquet de chips, il va gonfler. C'est un peu ça la notion. Nous, on revient sur notre très chère bouteille d'eau. Elle a une pression à l'intérieur et à l'extérieur. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez augmenter la pression d'air dans la bouteille. Donc, ce que vous faites, c'est que vous connectez la bouteille d'eau avec un outil qui va nous permettre, avec une pompe, qui va nous permettre simplement d'augmenter de l'air dedans. Vous pouvez faire ça avec ce qui vous permet de gonfler vos pneus, par exemple. Et au-dessus, vous mettez une petite valve aussi pour enlever l'air. Donc là, vous allez injecter de l'air dans cette bouteille qui est déjà bien remplie. Donc là, elle va un petit peu, vous allez sentir qu'elle va devenir plus dure, votre bouteille en plastique. Et là, si vous regardez la température finalement de votre bouteille d'eau, là, elle va chauffer. C'est-à-dire que si la bouteille d'eau qui est vide, il y a une température de la pièce de 20 degrés. Quand vous fermez votre bouteille au début, elle est à 20 degrés. Vous rajoutez de la pression en barre, vous allez monter progressivement à 30 degrés, voire plus. Donc là, vous venez de gagner 10 degrés sur votre bouteille. Là, vous attendez avec votre bouteille. Et lorsque vous attendez avec votre bouteille, il va se passer exactement la même chose qu'avec le café. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, la bouteille qui est montée jusqu'à 30 degrés alors qu'il fait 20 degrés dans la pièce, elle va retomber à 20 degrés. Une fois que vous êtes à 20 degrés, vous vous rappelez, vous avez une petite valve que vous allez pouvoir ouvrir. Donc vous avez une pression supérieure dans la bouteille. Et là, si vous soulevez la petite valve, la pression supplémentaire de la bouteille va partir. Et là, au lieu d'être à 20 degrés la température de la pièce, vous allez descendre à 10 degrés. Et du coup, là, quand on enlève cette pression supplémentaire, eh bien finalement on va on va décharger la bouteille, on va détendre le gaz, et bien là finalement on va avoir une température qui fait beaucoup plus froid. Et là du coup on comprend assez rapidement le système d'une pompe à chaleur, c'est exactement ce système là qu'on va faire. En fonction de comment ça marche, on va prendre le système de la pompe à chaleur qui est en split fixe, où vous allez avoir à l'extérieur le compresseur et le détendeur, et à l'intérieur vous allez avoir simplement un split, donc ce que vous voyez, ce que vous mettez dans vos pièces et que vous fixez au mur. Alors comment ça marche ? Vous êtes en été, il fait 30 degrés dehors, et vous voulez, il fait 20 degrés dans votre maison, et vous voulez conserver les 20 degrés dans la maison. Donc là ce que vous voulez faire, c'est finalement avoir soufflé du 20 degrés dans votre maison. À l'extérieur, donc le bloc que vous mettez à l'extérieur, et attention, c'est bien là où il faut regarder les subtilités, parce que c'est ce qui va faire votre performance en fonction de ce que vous installez. Donc à l'extérieur, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre de l'air de l'extérieur. Donc on va avoir de l'air qui va... Alors de l'air, on peut le faire en air. En réalité, vous êtes avec du gaz qui est dans ces dispositifs, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'extérieur, vous avez quelque chose, du coup, vous avez un gaz qui va être à la température, normalement, alors soit
disons de 30 degrés, ça dépend comment c'est fait, mais disons que vous avez 30 degrés à l'extérieur. Donc vous allez avoir un liquide à l'extérieur qui sera à 30 degrés. Une fois que votre liquide sera à 30 degrés, vous allez le compresser à l'extérieur. Donc là, il va passer de 30, il va peut-être gagner 10 degrés, 20 degrés supplémentaires, et vous allez, parce que vous voulez emmagasiner cette énergie pour pouvoir, à l'intérieur de votre maison, souffler à du 20 degrés en temps continu. Donc là, si vous avez un gaz à 30, vous allez sûrement le monter à 40, voire 50 degrés en le compressant. Donc ça dépend, parce qu'il y a d'autres éléments qui passent en compte, mais en gros, vous allez être plus chaud que l'extérieur. En étant plus chaud que l'extérieur, vous allez mettre, du coup c'est pour ça qu'il y a un ventilateur, le ventilateur, votre gaz qui a été chauffé de façon plus élevée, on va le faire passer, vous vous rappelez, comme dans votre plat à tarte, on va le faire passer, comme ce qu'il y a d'ailleurs derrière votre frigo, dans plein de petits grillages, comme ça, comme un radiateur de voiture, etc. On va le faire passer comme un radiateur d'ailleurs d'ordinateur, on va le faire passer dans plein de petits éléments, et on va souffler dessus. On va souffler dessus, et ça c'est votre ventilateur, pour que ce gaz, au lieu qu'il soit à 40, voire 50 degrés, qui retombe à la température extérieure, qui est de 30 degrés. Donc on va souffler pour qu'il se refroidisse comme ça, et une fois qu'il est à la température extérieure, donc stable à l'extérieur, on va l'envoyer dans la maison. Donc là, on l'envoie par des tuyaux dans la maison. Et une fois qu'il est dans la maison, on va même, à l'extérieur, on va le détendre. Donc ce gaz, une fois qu'il est à la bonne température, on va le détendre. Et du coup, là, on va se retrouver avec un gaz ou de l'eau. Ça dépend comment ça fonctionne. Il y a des changements d'état aussi. On va se retrouver avec quelque chose, du coup, qui va ne plus être. Donc on était à 40-50 degrés, on est tombé à 30 à force de souffler dessus. Et là, on va tomber à 20 degrés, voire 16 degrés. De quelque chose qui est dans votre bloc à l'extérieur, donc il sera détendu. Vous vous rappelez de l'histoire de la bouteille d'eau, et là, paf, on va l'envoyer pour que ça aille dans la maison, et une fois que c'est dans la maison, ça va aller, pareil, sous une forme de radiateur, avec quelque chose qui va souffler derrière, votre split, en fait, pour que ça envoie, finalement, toute cette air qui va être dans du 15-20 degrés en continu, jusqu'au moment où il va être réchauffé à la température de la pièce, et nous, on n'en veut plus, donc une fois qu'il va dépasser les 20 degrés, on va le renvoyer de l'autre côté pour qu'il soit encore une fois compressé, puis détendu, etc. Ce système de pompe à chaleur, vous pouvez comparer seulement les pompes à chaleur qui se comparent. Donc en tout cas, en termes d'énergie, que ce soit pour faire du chaud ou pour faire du froid, il faudrait que je refasse les calculs entre vous, mais ce système de compression, de décompression, quand on va détendre le gaz, etc., finalement c'est plus performant que les radiateurs, la plupart des autres radiateurs qui fonctionnent simplement, que ce soit qu'il y ait de l'eau dedans ou qu'il y ait pas d'eau d'ailleurs, qu'il y ait de la pierre ou qu'il y ait rien, ou qu'il y ait une résistance. En fait ça fonctionne toujours de la même façon, c'est vous allez chauffer une résistance, quoi. Donc vous allez allumer, ça va faire une résistance et hop, ça va chauffer. Ce système de résistance est moins performant que le système lorsqu'on a un gaz, et surtout avec certains gaz particuliers de pompe à chaleur. Donc la pompe à chaleur est plus efficace que les radiateurs. Donc par exemple, c'est pour donner un ordre d'idée, assez souvent on va dire ok, on veut pas de radiateur grille-pain. Nous ce qu'on veut c'est d'autres types de radiateurs, parce que le radiateur grille-pain ça chauffe pas autant. Alors, en fait ça pour le coup c'est une véritable connerie, c'est-à-dire que l'énergie qui sera injectée dans un radiateur pour chauffer une pièce de même superficie, que ce soit un radiateur avec liquide, ou que ce soit un radiateur avec pierre, ou que ce soit un radiateur simplement avec résistance et grille-pain classique, il faudra la même énergie, mais je reviendrai dessus tout à l'heure pour vous expliquer pourquoi c'est très intéressant d'avoir des radiateurs différents en fonction des usages et des pièces. En tout cas, là, vous avez le fonctionnement classique d'une pompe à chaleur. Donc, ce qui est le plus efficace, c'est le système où on va avoir à l'extérieur la compression et le détendeur qui va nous permettre de décompresser le gaz. Si on a ça à l'extérieur, c'est plus efficace, et on va voir pourquoi. Là, ce qui est intéressant, c'est de regarder du coup les clims monobloc. Alors le monobloc, c'est souvent ce qu'on va mettre en système D, et c'est ce qu'on va mettre quand on n'a pas potentiellement l'autorisation de mettre des pompes à chaleur à l'extérieur, ce qu'on a principalement à Paris. Alors à Paris, pour ceux d'entre vous qui sont dans des haussmanniens, si vous êtes assez élevé et que vous avez une genre de micro-terrasse, il y a quelques immeubles de pierre presque haussmanniens qui ressemblent à ça, vous pouvez demander à la mairie et souvent mettre vos blocs de ventilation à cet endroit-là. Donc regardez bien ça. En tout cas, si vous êtes vous vous demandez comment je peux faire, mes clients vont avoir chaud, ou comment je peux faire dans mes colocations, etc. Je vais mettre un bloc de ventilation, un monobloc. Ce qu'il faut retenir sur le monobloc, c'est un truc très concret, c'est-à-dire que quand vous allez tout avoir au même endroit. Donc sur votre monobloc, si vous regardez bien, donc votre monobloc c'est le truc qui s'ouvre d'un côté, qui s'ouvre des deux côtés en fait. À l'arrière, ça va souffler de l'air chaud, et sur le devant, ça va chauffer de l'air froid. Si vous l'avez
si vous l'avez en mode chauffage, ça va faire l'inverse. Ça va chauffer du froid à l'arrière et ça va chauffer du chaud à l'avant. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout se passe au même endroit. Donc dans votre monobloc, vous allez non seulement compresser le gaz. Donc quand vous allez le compresser, ça va chauffer. Et après, une fois que c'est compressé, vous allez le décompresser en bas. Et là, ça va refroidir et vous allez souffler du froid. Ou inversement. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'étape où vous allez compresser le gaz, ça va générer beaucoup de chaleur. C'est-à-dire que si vous regardez votre bloc, votre monobloc de clim, en fait, c'est très chaud. Ça va être, à un endroit, ça va être 60 degrés, ça va essayer de souffler par l'arrière. Et normalement, vous avez un tuyau qui l'emmène vers l'extérieur, mais en tout cas, l'appareil en tant que tel va chauffer. C'est un chauffage. Donc même si ça souffle du froid sur le devant, indirectement, l'appareil est très chaud. Donc en fait, c'est un chauffage. Il faut concrètement vous dire que le truc chauffe comme un chauffage. Et que vous allez avoir beaucoup de déperditions. Tout ne partira pas dans le tuyau, votre petit tuyau en plastique qui va vers l'extérieur, tout ne partira pas là. Retenez aussi autre chose. Ces monoblocs, généralement, ce que vous allez faire, c'est bien calfeutrer la fenêtre et avoir votre petit tuyau d'évacuation qui passe dans un endroit bien fait pour pas que ça laisse rentrer de l'air chaud dans votre pièce. Et là, il y a un truc. Alors, ça dépend où vous en êtes. Dans les appartements, c'est pas trop grave, mais dans les maisons, c'est assez grave. En fait, ce que ça va faire finalement, ce que va faire votre monobloc va finalement aspirer de l'air chez vous indirectement et il va rejeter de l'air, il va rejeter plus d'air à l'extérieur que rejeter de l'air froid dans votre appartement. Ce qui veut dire que ça va créer une dépression. C'est-à-dire que chez vous, finalement, vous êtes en train de vider votre pièce un petit peu. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez vos expériences de physique, mais quand on activait une pompe et qui enlevait l'air pour faire le vide, quoi. Vous êtes grosso modo en train de faire un petit vide chez vous. Et la problématique quand on fait un petit vide dans une maison, c'est qu'on va se retrouver avec une pression qui est inférieure dans la maison et du coup ça va indirectement aspirer l'air de l'extérieur. C'est-à-dire que l'air de l'extérieur va pousser, donc sur votre toiture, dans les joints de fenêtres, etc. pour rentrer. Donc en fait, ce que vous effectuez quand vous avez un monobloc dans une maison, vous allez envoyer de l'air vers l'extérieur, ça va faire une micro-dépression dans votre habitation et ce qui fait que vous allez faire re-rentrer de l'air chaud à l'extérieur. Donc en gros, vous allez refaire entrer l'équivalent de l'air que vous expulsez dans votre maison qui sera de l'air chaud. Vous allez aspirer de l'air chaud. Donc attention à cette partie-là, ce qui fait que c'est indirectement pas terrible et on reviendra sur des notions de ce que ça représente à la fin. Donc vous avez ce truc-là. Donc quand vous avez un monobloc, vous avez un chauffage concrètement chez vous. Vous allez effectivement projeter du froid, mais juste en face. Et vous allez faire une dépression chez vous. Donc vous allez aspirer de l'air chaud à l'intérieur de chez vous. Pourquoi je vous disais que ça change si on est en maison, on a un appartement? Parce que si vous êtes en appartement et que vous avez une porte qui donne sur le couloir, ou si vous avez des ventilations donc pour les toilettes et la porte qui donne sur l'intérieur, il faut savoir que les parties communes, vous le savez très bien, c'est souvent beaucoup plus froid que juste ce qui donne vers l'extérieur et les fenêtres, etc. Donc là, vous risquez d'aspirer de l'air finalement. Vous le sentez de temps en temps quand vous passez devant votre porte d'entrée, vous avez de l'air qui passe en dessous. Indirectement, cette dépression, si vous êtes en appartement, ça peut venir sur les conduits de ventilation des toilettes et de la salle de bain. Si vous avez des conduits qui, là, en fait, c'est de l'air qui globalement est froid. Ça dépend d'où il vient, ça dépend comment est fait le conduit, mais globalement, normalement, il est assez froid, donc ça fait rentrer de l'air froid par là et ça fait rentrer de l'air froid par les parties communes. Donc indirectement, là, c'est pas trop perdu. Si vous êtes dans une maison, par contre, l'air que vous allez aspirer, à moins que vous ayez un endroit où vous soyez lié à un parking ou encore une fois une cave, mais sinon, ça va vraiment venir de l'extérieur et là, vous faites de l'air chaud. Ce qu'il faut retenir avec un monobloc. Le monobloc, ce qu'il va faire, c'est finalement rafraîchir un espace donné en face de lui. C'est pour ça qu'on va se mettre en face des clims. C'est-à-dire que si on est juste en face de la clim, on va être dans un endroit qui va effectivement baisser de 5 à 10 degrés. Donc par exemple, si l'extérieur est à 30 degrés, qu'on met une clim à 20 degrés et qu'on se met en face de la clim, pile en face de là où ça souffle sur un canapé, notre espace sur le canapé sera, donc notre environnement de quelques mètres carrés, sera effectivement à 20 degrés, donc on aura vraiment cette impression que ça rafraîchit. Par contre, si on prend l'espace global d'une pièce, donc en fonction de la taille, en fonction de la puissance de votre climatisation, ce qu'il faut retenir, c'est que grosso modo, on va diminuer de 2 degrés par rapport à l'extérieur. Donc tout ce travail-là va permettre de diminuer de 2 degrés par rapport à l'extérieur. Donc s'il fait 35 à l'extérieur, il fera 33 chez vous. Mais par contre, sur le canapé où vous êtes pile en face de la clim ou sur le lit, là vous allez être effectivement dans cette bulle de fraîcheur. Donc ça, c'est à retenir et c'est très important vu ce que nous on fait derrière. Donc quand on va parler de Airbnb, quand on va parler de colocation, etc. Donc il faut retenir ce truc-là. Et là, indirectement, on n'est pas loin, je vous parlais des radiateurs tout à l'heure, on n'est pas loin d'un radiateur par rayonnement. Donc il y a plusieurs types de radiateurs. Et il y a un type de radiateur particulier, en fait vous l'avez sur le mur,
Et en fait, c'est un radiateur qui fonctionne comme le soleil. Le soleil, en fait, c'est pas dans l'espace. C'est pas comme si le soleil, quand vous vous mettez au soleil, disons qu'il fait 30 degrés, vous vous mettez au soleil, il fait 40. Et en fait, c'est pas le soleil qui concrètement est à 40 degrés, donc de la création de la chaleur du soleil, plus jusqu'à chez vous. Et à chaque moment dans l'espace, il fait 40 degrés. C'est absolument pas ça. C'est une chaleur de rayonnement. Vous avez des rayons du soleil et ces rayons sont chauds. C'est-à-dire qu'ils créent de la chaleur lorsqu'ils s'arrêtent sur quelque chose. Et ces radiateurs en rayonnement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une température globale de la pièce qui fait 5 degrés. Par contre, si vous avez un radiateur par rayonnement qui est à côté de vous, ou en face de vous quand vous êtes en train de petit déjeuner et qui est allumé, tout de suite sur votre tête, vous allez avoir 25 degrés d'un seul coup. Donc votre peau sera à 25 degrés, mais l'environnement et la chaleur de la pièce sera à 10 degrés, 19 degrés en fonction du fonctionnement. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça permet, en fait, le nerf de la guerre pour vous, et on reviendra dessus, c'est que votre locataire ait l'usage dont il ait besoin. Et en fonction de là où il est, soit vous faites quelque chose de très pro, vous isolez à fond votre maison, vous isolez à fond votre appartement, et si vous faites du Airbnb par exemple à Paris, compliqué dans les immeubles haussmanniens, etc. Soit vous créez des endroits concrets où la personne, par rapport à là où elle va être, par rapport à son usage, elle va ressentir la fraîcheur. Et en fait, c'est ça le nerf de la guerre. Et c'est exactement ce fonctionnement de monobloc. Vous vous rappelez, en gros, si vous avez un monobloc, il faut le positionner pour qu'il soit pile en face du lit et la clim fonctionnera pour le lit. Et ce sera tout. Comme ça, vos Airbnb auront la température qu'ils veulent juste pour dormir et pas autre. Et à la limite, ça, vous pouvez leur expliquer. Même si je leur expliquer, vous savez, c'est compliqué quand on a des clients parce que bon, ils veulent pas comprendre, etc. Mais en tout cas, il faut que l'usage fonctionne comme ça. Donc c'est pour ça que si vous installez, que ce soit un monobloc ou que ce soit un split, il faut que ça souffle, grosso modo, sur le lit pour que ça fonctionne. Et s'il est dans une pièce où il y a un canapé, c'est pour ça que c'est très important de penser l'usage de vos pièces quand vous allez mettre des clims. Vous pouvez mettre le bloc de clim qui souffle sur le canapé. Comme ça, s'ils vont dans le canapé, ils auront froid sur le canapé. Par contre, si vous avez un bureau à côté et la personne se met au bureau pour travailler, malheureusement, ça ne va pas souffler. Ou ça dépend comment vous faites votre pièce. Mais en tout cas, s'il n'y a pas le vent qui passe par là, la personne n'aura pas forcément cette sensation de fraîcheur, surtout si votre climatisation et votre bâtiment ne sont pas sizés pour diminuer totalement la chaleur de la pièce dans l'ensemble. Si on reprend ça, donc on avait notre monobloc, on a notre full split, donc vous avez le détendeur et le compresseur à l'extérieur, et vous avez juste le split dans une pièce ou plusieurs pour pouvoir souffler. Vous avez ça, et sinon il y a le split mobile. Donc généralement, comment ça fonctionne ? Vous allez avoir, et attention là c'est un petit peu plus painful, vous allez avoir à l'extérieur l'espèce de radiateur qui va permettre d'évacuer le chaud. Donc vous vous rappelez, il y a le gaz ou l'eau chaude ou l'air chaud, il y a des changements d'état, ça permet d'optimiser tout ça, qui sera dans votre grille à l'extérieur avec le truc qui souffle pour rafraîchir ça. Donc déjà, ça vous fait économiser énormément parce que ça, c'est à l'extérieur. Et à l'intérieur, par contre, vous allez avoir non seulement le compresseur, mais le détendeur. Donc il y a un petit moment où ce sera chaud à l'intérieur, mais tout de suite, ce sera envoyé à l'extérieur. Ça, c'est ce qui fonctionne 10 fois mieux, voire même plus que 10 fois mieux que les monoblocs. Pourquoi ? Parce que cette phase où vous avez quelque chose de chaud, en fait, c'est très peu en interne et ça va tout de suite partir à l'extérieur. Alors que quand vous êtes en monobloc, vous vous rappelez, vous avez votre chauffage en interne, enfin le bloc chaud est là et ça va souffler sur le bloc chaud dans votre appartement ou dans votre pièce pour ressortir ça. La problématique des splits mobiles, alors les splits mobiles c'est vachement bien si vous êtes à Paris, si vous êtes dans des endroits où vous n'avez pas le droit de mettre de la climatisation. Et alors là, c'est fantastique parce que ça vous permet, pendant un instant donné de l'année, de l'installer dans une pièce. Alors, c'est un peu compliqué de le passer de pièce en pièce, mais en tout cas, vous pouvez mettre ça pendant toute une phase. Par exemple, pendant tout l'été ou pendant toute une phase, à partir de mai, vous mettez ça jusqu'à une période. Et si vous l'avez, vous pouvez même le laisser tout le temps, si vous l'avez pour l'hiver, si vous l'avez en réversible. Donc, si vous avez le chaud et le froid. La problématique est dès qu'on vous annonce, votre syndic vous annonce ça, ou la mairie de Paris vous recevez un courrier en vous disant qu'il faut enlever la clim, vous pouvez l'enlever, vous pouvez le déposer et c'est facile. Il faut juste l'accrocher sur un balcon, enfin c'est un truc qui tourne sur un balcon. Donc vous pouvez très bien faire ça, et si on vous demande de l'enlever parce que vous ne respectez pas les règles, vous pouvez l'enlever quand il faut l'enlever. Donc vous avez quelques temps, donc généralement vous allez avoir une semaine, 2 semaines en fonction de qui se plaint, etc. pour le mettre en place et puis l'enlever. Dernier élément, vous allez avoir du coup le monobloc dont on parlait tout à l'heure. Donc là, on se rappelle, il n'y aura qu'une différence réelle de 2 degrés finalement, pas 5 degrés par rapport à l'extérieur. Donc attention, quand vous avez des fortes chaleurs et que les personnes ont besoin d'avoir du 27 pour dormir, mais qui fait encore 33, 35 degrés à 19h en fonction du décalage horaire, etc. Attention à ça. Ce qu'il faut retenir, c'est du coup que la clim mobile, ça ne marche pas des masses, mais en termes d'usage, ça peut quand même être vachement bien. Et surtout, ça vous permet, mais il faut bien le mettre en place pour que vos utilisateurs
ça fonctionne. Donc il faut la mettre pile en face du lit et qu'il y a limite l'explication que ça marche pile en face du lit. Parce que si vous en mettez une qui la balade dans l'appartement, ils vont pas comprendre que ça va pas marcher pour refroidir tout l'appartement. Donc c'est à vous de ruser pour finalement que les personnes puissent avoir l'expérience qui est nécessaire pour eux. Mais normalement, elles vont y arriver. Et qu'elles vous écrivent pas « Oh ouais, la clim en fait ne marche pas, elle réfléchit pas tout l'appartement ». Donc à vous de juger ça et à vous de bien expliquer les éléments. Autre chose, en Europe, on a une grosse problématique pour comparer les performances des clims. Donc généralement, il y a, par rapport à une quantité d'énergie, il va y avoir quelle est la quantité de froid qui peut être générée, et ça va être soit en kilowatts, soit en BTU. Et la problématique qu'on a en France, c'est qu'en fait, on ne fait pas une performance nette. C'est-à-dire tout ce dont je vous ai expliqué par rapport à le fait que le monobloc il réchauffe la pièce et en plus il réchauffe l'ensemble, en France on n'a pas ça. Donc on ne va pas expliquer tout ça, on ne va pas le faire en net, on va le faire en brut. Et en brut, ça veut juste dire, ça souffle autant qu'un split classique et du coup ça permet de récupérer autant de froid. Alors qu'en réalité, il y a toutes les déperditions, il y a toute la chaleur supplémentaire. Donc attention quand vous regardez les étiquettes, finalement elles ne veulent rien dire en France, ça va sûrement venir. Aux États-Unis, c'est pas comme ça et on risque d'appliquer les mêmes normes qu'aux États-Unis. Donc pour faire simple pour vous, c'est exactement comme les radiateurs. Quand vous voulez mettre en place des clims, il faut bien penser à ce qui va le mieux fonctionner pour vos utilisateurs. Si vous avez la chance de pouvoir mettre des pompes à chaleur réversibles pour votre logement, c'est ce qu'il y aura de mieux. Et ce qui est le mieux, c'est de mettre un gros bloc avec des splits. Et en fonction des gros blocs, vous pouvez mettre 4, 5, voire 6 splits, voire plus en fonction de l'installation que vous avez. Et vous pouvez faire ça dans plusieurs appartements différents avec un seul bloc extérieur. Attention, si vous comptez vendre à la découpe à un moment, pensez qu'il faut faire les pompes à chaleur à la découpe, c'est mieux. Bon, vous pouvez mettre ça dans les charges, mais bon, pensez quand même que la découpe, c'est mieux, à voir par rapport à votre projet. Et en tout cas, pensez surtout à l'usage. C'est comme le chauffage, pensez à l'usage que vous voulez faire dans votre logement. Donc, repensez à ce radiateur par rayonnement, vous pouvez regarder ça par rapport aux autres radiateurs, en fonction de ce que vous voulez, parce qu'on se rappelle d'une seule chose, c'est exactement tout ce qui est BTP, c'est comme le maquillage. Le BTP, c'est les finitions, c'est comment la personne va se sentir par rapport à quelques éléments, c'est comme le design, et la chaleur, c'est exactement pareil. C'est si la personne ne va jamais dans cette pièce-là, aucun intérêt de la chauffer. Et repensez, quand vous découvrez des nouveaux appartements, vous ouvrez les placards, et souvent l'intérieur des placards n'est pas fait parce qu'il n'y a pas besoin de le faire indirectement. Avant, on ne le faisait pas parce qu'ils ne sont jamais ouverts, ces placards. Donc on n'ouvre pas, on ne fait pas. C'est comme quand vous allez dans le grenier, s'il n'y a pas besoin de faire le grenier, vous ne faites pas le grenier. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ce petit passage sur la pompe à chaleur. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à m'envoyer un petit message sur LinkedIn ou sur Insta. Et je vous attends à très vite. Je vous rajoute juste un dernier élément. Si vous mettez une climatisation dans un appartement Airbnb, vous avez du plus 20 à plus 40% en location. Donc gardez ça en tête. Voilà, je voulais juste vous rajouter ça avant de vous quitter. À plus. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, Lora. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.